ben, je vous demande d'accueillir quelqu'un qui pitch très bien, qui nous inspire. On est très contente qu'elle soit là. C'est Julia Faure, que j'invite à me rejoindre. Je t'ai mis un petit siège, mais tu fais un peu comme un tu peu veux. à distance, c'est le Covid. Non, c'est pas le Covid, regarde, tiens, se mettait comme ça. Non, trop près. Non, ouais, non, Écoute, Julia, on est très content que tu sois là. Tu as écouté des pitchs là juste avant. Tu es une bonne pitcheuse aussi. Tu as une bonne parole, tout ça. Est-ce que tu peux te présenter avec tes différentes casquettes, puisque tu as une entreprise, mais tu fais partie aussi de 2 mouvements, tu présides aussi 2 mouvements, et c'est aussi pour ça qu'on te fait venir, c'est tes combats au-delà de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement ces différentes casquettes ? Oui, déjà, je voulais vous remercier de m'avoir invité et vous dire aussi que c'est très chouette l'énergie qui est sortie là, à la fois des pitchs et de ce qui est renvoyé dans la salle. J'ai un peu de FOMO de ne pas avoir fait partie de votre promo. Enfin, je sens qu'il y a... Enfin, je trouve que c'est un truc de la vie d'adulte. On a toujours un peu la nostalgie de ces histoires de promo et d'école où en fait, il y a, à la fois on apprend et on apprend parce qu'il y a des profs, mais on apprend entre nous et on crée des liens et tout. Et j'ai la sensation que c'est un peu ça qui a été créé. Et donc, ça m'a fait cette sensation-là. Et l'autre chose que ça m'a un peu fait sentir, c'est que je me revois, moi... au début de mon entreprise, quand je l'ai créée, en tout cas, à toujours me poser des questions sur comment je fais pour qu'elle soit plus vertueuse, plus éthique, plus... vous dites régénérative, moi je disais à l'époque, je disais éthique ou qui ait le moins d'impact possible sur la planète. Et donc je peux me présenter. Donc j'ai cofondé une marque de vêtements en 2017 avec mon associé Guillaume. Et je pense que ça va être intéressant de discuter tout ça parce que pour moi, au début, une entreprise à impact, c'était important, c'était de beaucoup regarder ce que fait elle-même son entreprise. Tu vois. Enfin, je me trouvais beaucoup de responsabilités à être chef d'entreprise. Et ensuite, voilà, j'ai successivement pris la présidence de 2 mouvements. Un qui s'appelle En mode climat, qui est un mouvement qui rassemble des entreprises du secteur textile, dont 1083 que vous avez vu, il paraît, il n'y a pas très longtemps. Et je crois qu'il y en a pas mal aussi dans votre région. En gros, on est un collectif d'entreprises du secteur textile. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut, si on veut que le secteur textile fasse sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique, fasse sa part pour qu'on atteigne les objectifs de l'accord de Paris, alors c'est pas suffisant d'avoir des initiatives individuelles des entreprises. Il faut qu'il y ait des lois qui contraignent tout le monde. Donc ça s'appelle c'est le collectif En mode climat. Et plus récemment, j'ai pris la coprésidence du mouvement Impact France, qui est une sorte d'alter-MEDEF pour le dire grossièrement. Le MEDEF est là pour représenter les intérêts des entreprises. Voilà, au plus petit dénominateur commun. Le mouvement Impact France est là pour essayer de réconcilier la performance économique des entreprises et l'intérêt général. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, c'est plutôt 2 choses qui vont dans direction opposée. Enfin, plus une entreprise fait de l'argent, général, moins elle a un impact positif sur l'environnement et sur les gens. Et donc, Impact France, ce qu'on voudrait, c'est que voilà, ces lignes arrêtent non, vous avez compris quoi, qu'elles sont aligner les objectifs. Bon, il n'y a pas besoin de faire 6 métaphores. Vous avez compris la première fois. Donc voilà qui je suis. Super. Effectivement, donc tu as bien noté qu'on parle, nous, d'entreprises à visée régénérative qui, notamment, effectivement, ne peut pas se débrouiller finalement toute seule. Une entreprise régénérative toute seule, ça n'existe pas. Il va bien falloir avoir un écosystème autour. Toi, dans tes différentes interventions, tu parles souvent d'entreprises à impact positif. Donc, quand tu as lancé ton entreprise, voilà, pour toi, c'est quoi, quels sont les objectifs que tu t'es donnés justement sur ce côté-là, sortir du moins d'impact possible et aller vers le positif? Alors, je dis entreprise à impact positif depuis que je suis à la présidence de Impact France. Avant, je disais entreprise éthique. Mais bon, on adapte son vocabulaire aussi aux organismes qu'on représente. Donc, moi, au début, être une entreprise à impact, pour moi, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise ? Qu'est-ce qu'elle produit, quoi. Donc, c'était toujours la question de se poser, utiliser du coton bio. Dans mon cas, dans le textile, c'était utiliser du coton bio plutôt que du coton normal. Attends, je vais vous raconter vraiment. Dans le textile, le principal problème, mais qu'il soit écologique ou social, c'est la surproduction de vêtements. La surproduction et la surconsommation de vêtements, elle a été permise par les délocalisations, c'est-à-dire qu'on a été produire nos vêtements dans des pays qui protègent mal les gens et l'environnement.
les gens qui fabriquent nos vêtements sont mal payés, donc le prix des vêtements a chuté depuis les années 80. En gros, les vêtements coûtent 2 à 3 fois moins cher par rapport au prix des autres objets. Donc le prix des vêtements a chuté, donc on en consomme plus. Enfin, c'est juste ça qui s'est passé, quoi. Le budget vêtements est resté le même dans le secteur. Et donc la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une surproduction et une surconsommation de vêtements qui est démentielle. Un Français achète en moyenne 50 vêtements neufs par an. Il y a une pollution qui est liée à tout ça. Effectivement, produire, c'est polluer. Donc quand on produit 2 fois plus de vêtements, bah, on multiplie aussi les impacts écologiques qui vont avec. Vous devez le savoir, hein, produire, même quand on produit bien, ça consomme de l'eau, ça consomme de l'énergie. On utilise un peu de plastique, on utilise des machines, on bétonne un petit peu de sol pour construire des usines. Donc quand on fait exploser les productions, on fait exploser aussi les pollutions qui vont avec. Et surtout, c'est comme je le disais au début, cette surproduction et cette surconsommation a été permise par la délocalisation dans des pays où les conditions sociales et environnementales sont déplorables. Voilà, le Bangladesh, la Chine. Donc globalement, il y a des gens qui sont exploités et de la nature qui est polluée pour qu'on ait accès aujourd'hui à des vêtements pas chers. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était quand la plupart de l'industrie produit mal à l'autre bout du monde, nous, on a décidé de produire localement. Donc, c'est difficile à faire en France. On fait un peu en France, mais on fait surtout au Portugal. Pourquoi ? Parce que c'est des pays où c'est la loi qui protège efficacement les gens et l'environnement. Et quand cette industrielle se dédie à inciter les gens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin, nous, on a décidé qu'on allait faire des vêtements que les gens allaient garder le plus longtemps possible pour la qualité de ces vêtements, mais surtout parce qu'on n'incite pas les gens à en consommer des neufs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de collection, on ne fait pas de pub, on ne fait pas de 3 achetés, un offert, etc. On renonce à toutes ces incitations à consommer. Et la dernière chose qui nous permet, le dernier pilier pour que les gens gardent leurs vêtements le plus longtemps possible, c'est de les accompagner dans l'entretien, la réparation et tout ça. Donc nous, on ne répare pas et on n'entretient pas nous-mêmes, mais on donne beaucoup de conseils et on encourage vraiment les gens à garder leurs vêtements le plus longtemps possible. Et ça, c'est assez marrant parce que c'est vraiment du conseil et de la connaissance à partager. Donc si un jour vous achetez un vêtement Loom et que vous avez un problème de trou, vous pouvez écrire au SAV. Généralement, on est de bons conseils pour vous dire que ça coûte pas très cher de réparer ça, qu'il y a des retoucheurs, etc. un peu partout. Donc ça, c'était le but de Loom au début, quoi. Faire bien, donc produire localement, utiliser du coton bio et aller un peu à contre-courant de l'industrie de la mode qui essaie de nous faire acheter toujours plus. Nous, on était là, voilà, achetons moins, achetons mieux, quoi. C'était l'étape 1. Et on était vraiment dans notre paradigme à l'époque, c'était on pensait que on croyait à la start-up for good. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce début des années Macron, c'est-à-dire qu'on pensait vraiment qu'il y avait un réveil du consommateur et que le consommateur allait de toute manière se tourner vers des produits qui sont plus éthiques, plus bio, et du coup que les entreprises qui allaient proposer ces produits éthiques bio allaient manger le marché. Cut. 2024. Le premier vendeur de vêtements en France, c'est Shein, cette marque d'ultra fast fashion, voilà, qui est connue pour ses conditions déplorables. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas en tant qu'entrepreneur quand on nous dit oui, les consommateurs, ils veulent des trucs écolos et tout. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il existe dans le secteur, et en fait, en tant que chef d'entreprise, vous devez le savoir, il existe une prime au vice, c'est-à-dire un avantage compétitif à mal faire. Autrement dit, plus une entreprise fait mal, moins elle paye cher, plus elle est compétitive. Si je décide de délocaliser la production de mes vêtements du Portugal vers le Bangladesh, je divise par 2 à 3 mes coûts de production. Si je décide de renoncer au coton bio, le coton me coûtera 50% moins cher. Je suis sûre que c'est des choix que vous savez au quotidien. Si vous décidez de bien payer les gens, ça va vous coûter plus cher que si vous les exploitez. Si vous décidez de payer les gens, ça vous coûte plus cher que de faire travailler des esclaves. Donc, cette prime au vice, elle fait que, structurellement, les entreprises qui ont le moins de scrupules sont aussi les plus compétitives, et c'est pour ça que c'est pas un hasard si c'est Shein qui domine le marché et que Veja ou Patagonia, qui sont des très grosses entreprises éthiques, si vous regardez le marché du textile, elles représentent une goutte d'eau. Donc à partir du moment où moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai pris conscience de l'existence de cette prime au vice, je me suis rendu compte que c'était important de faire tout ce travail personnel d'amélioration de mon entreprise et tout, mais que s'il n'y avait pas un changement des règles du jeu, c'était une goutte d'eau dans un océan. C'est comme vous savez, avec l'épuisette, vous allez dans les calanques à Marseille et vous essayez de ramasser tous les petits papiers qui traînent. Et vous voyez à côté un énorme paquebot qui est en train de reverser tout son fuel dans la mer. Enfin, nos efforts individuels ne servent à rien s'il n'y a pas des contraintes pour que tout le monde fasse la même chose. Parce qu'il y a quelque chose d'encore pire. C'est que quand on commence à faire des efforts, nous, à renoncer à cette prime au vice, en fait, on laisse aussi la place à
à d'autres qui ont moins de scrupules de faire ça. Je suis sûre que j'ai entendu la Rosée qui veut pas faire de lingettes, et pareil, je sais que c'était aussi un truc de Mustela. Je sais que vous savez que d'autres fournissent ces lingettes et que les consommateurs les achètent quand même et que du coup, vous faites des sacrifices qui aussi laissent des places de marché à d'autres. Et je sais que vous savez à quel point c'est dégueulasse. Ça, c'est une illustration typique de la primovis. Je décide de faire des lingettes, je fais du chiffre d'affaires en plus. À partir du moment où on a compris ça, c'est là où on s'est dit ce n'est pas suffisant de faire bien nous-mêmes. Il faut aussi qu'on fasse changer les règles du jeu pour que ceux qui font bien ne soient pas l'exception, mais soient la norme. Et que ce ne soit plus possible légalement de faire mal. Et c'est là qu'est né le collectif en mode climat. On est sorti du « j'essaye de m'améliorer », que je pense quand même qui est hyper nécessaire. C'est de la même manière, c'est compliqué d'être écolo si vous continuez à faire tous vos week-ends à manger énormément de steak et à prendre l'avion. On est sorti de l'unique amélioration individuelle de l'entreprise pour se mettre en collectif et pour demander un changement des règles du jeu pour que cette primovis disparaisse et pour que ce ne soit plus possible pour une entreprise de faire mal. Voilà. Super, donc effectivement... Je ne sais même plus quelle était la question. Mais ouais. Si, c'était ça. Pour toi, c'est quoi l'entreprise à impact positif? Et donc, voilà. Tu dis ce premier axe qui est évidemment faire bien, être exemplaire, améliorer ce qu'on peut, etc., tout en ayant en compte effectivement cette primovis, donc faire comme on peut avec les difficultés qu'on a, parce que j'imagine que tous ces efforts, tu les as faits, mais avec des renoncements, avec des sacrifices. Et aussi se rendre compte de se dire, et vous l'avez dit dans certains de ces pitchs-là, on entend faire l'effort nous, mais embarquer, on l'a entendu dans plusieurs pitchs, c'est aller dans ma filière, embarquer les autres, parce que vous avez bien conscience que si vous faites tout seul, c'est très bien et pour la conscience, mais finalement, l'impact, il est aussi à l'extérieur. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur en mode climat, sa genèse, sa force, et puis c'est spécifique au monde du vêtement, mais est-ce que ça peut pas s'appliquer à plein d'autres secteurs qui sont là? Jouer, vous devez avoir les mêmes délires que nous. Hein. Ça doit être exactement la même délocalisation, baisse des prix, augmentation de la consommation. Je trouve que c'est intéressant, par exemple, de parler d'embarquer. Pour moi, c'est aussi l'étape 2 du réveil en tant qu'entreprise à impact. L'étape 1, on se transforme de soi-même, et l'étape 2, on pense qu'on va pouvoir convaincre les autres simplement, on va les embarquer. Moi, j'avais vachement ce truc-là aussi, j'étais là, je vais aller dans les grands groupes et je vais les embarquer, je vais les sensibiliser. On veut toujours faire ça, on va sensibiliser les consommateurs, on va sensibiliser les gros, et en fait, ils vont entendre raison et ils vont changer. Quand on est dans cette démarche personnelle, on a du mal à entendre qu'en face de nous, il peut y avoir des gens qui sont cyniques, voire qui œuvrent contre l'intérêt général et qui n'ont pas du tout envie... même en ayant conscience de la crise climatique qui est... Enfin, vous le savez, il y a des gens qui savent qu'il y a une crise climatique terrible et qui font tout ce qu'ils peuvent pour que rien ne soit fait pour l'affronter. Enfin, il y a des gens qui n'ont aucun problème à mettre en jeu l'avenir de l'humanité. Enfin, ne soyons pas naïfs, on le voit parce qu'ils sont au pouvoir aux États-Unis, donc c'est assez intéressant. Donc, moi, j'ai fait ça au début. Je me suis dit, nous, on va éduquer. Donc, on a fait tout un travail de vulgarisation des sujets de l'industrie textile. On s'est dit, si les gens savent comment sont fabriqués leurs vêtements, si les gens savent les quantités de vêtements qui sont fabriqués, si les gens savent quelles sont les stratégies dégueulasses de l'ultra fast fashion pour nous faire acheter des vêtements, voilà, ça va transformer les choses. Et on a fait un blog qui s'appelle La Mode à l'envers, mais c'est pas le blog qui a tout changé. Mais disons qu'on a produit du savoir sur notre secteur qui a été largement repris par beaucoup de journaux, beaucoup de médias, etc. C'est-à-dire qu'on a participé à une prise de conscience sur ce qui se passe dans le secteur textile. La consommation de vêtements d'ultra fast fashion a accéléré dans le même temps. C'est-à-dire que même la prise de conscience de ce qui se passe dans le secteur ne permet pas d'opérer une transformation. Et l'autre chose qu'on a faite, c'est aller faire des confs chez les gros. Donc on était là, je ne sais pas si vous avez ça, vous, des gros du secteur. Moi, j'ai les Décathlon, plus les Kiabi maintenant, mais qui viennent et qui disent est-ce que vous pouvez venir aller inspirer nos équipes pour qu'on s'inspire de leur business model. Et moi, au début, j'étais là, oui, grave. Donc, chez Décathlon, j'avais été invitée par l'équipe golf de Décathlon. Parce qu'en fait, ils sont par marque. Donc, vraiment, ils étaient là, comment on peut améliorer l'impact environnemental de notre équipe golf. J'étais là, déjà, il faudrait arrêter le golf. Vraiment, mais tu sais, ils étaient là, on pourrait faire des balles de golf en truc upcyclé. J'étais là, vraiment, le problème, c'est le golf. J'étais là et tout. Mais bon, je leur avais quand même fait un truc en disant, voilà, il faudrait produire moins, pour relocaliser et tout. Et je vois que les équipes étaient hyper convaincues. Les gens chez Decathlon, la plupart du temps, c'est des ingénieurs, donc ils ont écouté 2 fois Jean Covici, donc en fait, ils savent. Donc ils sont en dissonance cognitive totale en travaillant chez Decat, quoi. Il y a des gens de chez Decat ici. Non, quand tu vas dans le Nord, tu as toujours la moitié de la salle qui lève la main. T'étais là, ok.
Et en fait, j'ai vu ce truc, quoi. Genre, et il y a franchement plein de gens. Ah, donc après, donc j'étais là, bah voilà, parlez-en à vos boss. Et si vos boss ils sont pas d'accord, syndiquez-vous et montez un syndicat au sein de Decathlon. Faites une grève s'ils veulent pas aller vers un modèle au régénératif et tout. Et les gens étaient chauds, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Enfin, Decathlon, Decathlon, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, ils ont reversé 1 milliard d'euros de dividendes. Enfin, c'est vraiment. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, toute ma bonne volonté pour éduquer les consommateurs et faire bouger les gros n'a pas eu n'a pas eu l'impact souhaité. Donc, pense que c'est important d'essayer d'embarquer, mais je pense qu'il faut que se rendre compte de quelque chose, c'est que il y a certaines choses qu'on va obtenir à travers un rapport de force, et que spontanément, Decathlon, Kiabi, Shein, H&M ne vont pas se transformer et ne vont pas renoncer à aller exploiter des gens à l'autre bout du monde et à polluer la planète, parce que ça serait renoncer à leur chiffre d'affaires. Et à part les gens qui sont en scope ou les gens qui ont vraiment les rênes de leur entreprise, la plupart des entreprises ne sont pas prêtes à ça. Même si ça implique de mettre fin à l'habitabilité de la planète, la plupart des entreprises ne sont pas prêtes à renoncer du chiffre d'affaires du chiffre d'affaires ou de la croissance ou de la marge pour faire ça. Donc c'est là que vient En mode climat, quand on se rend compte que ce n'est pas suffisant de nous transformer nous-mêmes, quand on se rend compte que ce n'est pas suffisant de sensibiliser, quand on se rend compte que ce n'est pas suffisant d'essayer d'aller embarquer les grands groupes, alors qu'on se rend compte que la seule chose qui peut marcher, c'est d'établir un rapport de force. Et de la même manière que les lois favorisent les entreprises qui ont les pires pratiques, parce que ces entreprises ont des activités de lobbying qui empêchent qu'on réglemente leur activité. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la réglementation sur les PFAS. Il y a un lobbying extrêmement fort de Seb. Il n'y a pas des gens de Seb. Il n'y a pas de gens de Seb, sinon on était là. J'ai votre programme. Donc les PFAS sont en train d'être interdits en France, sauf dans les ustensiles de cuisine. Je veux dire, dans les vêtements, mais pas dans les ustensiles de cuisine. Enfin, même si c'est hyper important dans les vêtements, tu suces beaucoup moins souvent. Tu vois, je sais pas, ta veste que ta poêle. Non, c'est pas une bonne truc. Et quelles que soient vos pratiques, on vous aime ici. Enfin, c'est un truc comme ça. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Le monde de l'entreprise a toujours effectué un lobbying extrêmement fort sur les règles du jeu pour qu'elles les favorisent. Et nous, là, on veut changer les mondes et nous, on se transforme nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est là, ah putain, je vais plus faire de lingettes et je vais faire du coton bio. C'est très bien, je veux dire, c'est hyper bien. Mais vous voyez qu'on ne joue pas dans la même cour. Il y a des gens, ils sont tellement méchants qu'ils payent des lobbyistes pour qu'il n'y ait pas de loi qui protège les enfants des PFAS. Et nous, on essaie de s'améliorer nous-mêmes. Donc, moi, j'en suis à l'étape où l'entreprise à impact, ça doit être une entreprise combative aussi. Et le combat, c'est un rapport de force. C'est-à-dire, de la même manière que les gros méchants, pour le dire assez de vulgarisateur, déploient de l'énergie et de l'argent pour que les lois ne changent rien, pour que les lois ne changent pas et surtout n'affectent en rien leur business model, nous, dans le textile, en fait, on s'est dit, bah, nous aussi, on va rentrer dans un rapport de force. Et le collectif En mode climat, c'est ça, c'est un lobby. Dans le sens où c'est un collectif qui représente des acteurs économiques du textile, mais on ne demande pas un changement de loi pour favoriser économiquement nous-mêmes en tant qu'acteurs, on demande un changement de loi pour que notre secteur soit compatible avec une planète vivable, pour que notre secteur soit compatible avec les limites planétaires. Et c'est à partir de ce moment-là, on met de l'argent et de l'énergie pour contrer en fait le lobbying de la fast fashion que des choses se passent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans un rapport de force. Franchement, j'ai bien retombé sur mes pieds parce que ta question, c'était En mode climat. Oui, exactement. Je croyais que tu l'avais oublié depuis même. Ça, c'est parce que j'ai des poils sans revêtement noir. Ouais. Il reste 11 minutes, on est ultra carré et en plus on veut laisser des questions-réponses parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Sur Mouvement Impact France, il y a aussi une notion de rapport de force. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Donc moi, en gros, on crée En mode climat en 2021 avec d'autres gens du textile et on lance, le moment En mode climat commence en disant une tribune dans le monde qui dit « Nous, marque textile, demandons à être plus régulés ». En fait, déjà, c'est un changement de paradigme qui se passe dans la tête des entrepreneurs parce qu'on nous a tellement répété tout le temps que les normes, c'est pas bon pour les entreprises. Vous voyez, ça c'est vraiment le discours qu'on a. Les normes et les lois, c'est pas bon pour les entreprises. Faux. Les normes et les lois, c'est pas bon pour les entreprises qui font mal. Je veux dire, effectivement, tout ce qui est interdiction du travail des enfants, c'est super chiant pour la fast fashion, quoi. Enfin, je veux dire, avec leurs petites mains, ils peuvent mettre les fils dans leur truc et tout. On fait vraiment du mal à la compétitivité des entreprises textiles. Je vous jure que c'était le discours des industriels du textile avant l'interdiction du travail des enfants.
on a commencé, on crée en mode climat, on fait cette tribune, nous, marques textiles, demandons à être plus régulées, on demande des lois qui contraignent le secteur. Et voilà, enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Vous suivez peut-être ce qui se passe dans le textile. Et ensuite, moi, je rejoins en plus Impact France. Donc, pour moi, Impact France fait un peu la même chose que fait en mode climat, mais sur un truc transsectoriel. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont transsectoriels. Par exemple, la question du financement, la question des écarts de rémunération, la question des dividendes, comment ils doivent être taxés, la question de conditionnement des aides aux entreprises. Tout ça, c'est des sujets qui ne sont pas propres à un secteur, mais qui sont propres à l'économie française. Et donc, pour moi, Impact France, ce que ça permet, c'est de parler de sujets qui sont plus globaux. Par exemple, est-ce que ce n'est pas important que les entreprises payent des impôts pour qu'on puisse avoir un service public ? Est-ce que c'est normal que les grosses entreprises n'en payent pas du tout et que moi, j'en paye 30% parce que je n'ai pas les moyens, enfin non, je ne sais pas du tout les moyens, mais je n'ai pas un fiscaliste qui me fait des montages fiscaux qui font que j'ai une filiale en Irlande, une filiale aux îles Caïmans, etc. Donc pour moi, c'est ça le but d'Impact France, c'est vraiment de tenir tête au MEDEF, parce que sinon, il y a vraiment une espèce d'homogénéité du côté de la représentation patronale, où on dirait que les chefs d'entreprise s'en foutent de l'environnement, que les chefs d'entreprise s'en foutent des gens et des travailleurs, considèrent que les salariés sont tous des flemmards qui devraient travailler jusqu'à 70 ans et qui ont déjà bien de la chance d'avoir un emploi. Et on dirait que tous les chefs d'entreprise sont des ingrats qui ne veulent pas payer d'impôts, qui veulent se casser de la France dès qu'il y a un peu des impôts, qu'ils sont là pour prendre l'argent quand il y a le Covid, etc. Mais dès qu'il faut aider la France quand ça ne va pas bien, il n'y a plus personne. C'est ça, en fait, le discours permanent. Si vous écoutez les représentations patronales générales, vous écoutez le BDF, la CPME, l'UDP, etc. Et donc pour moi, Impact France permet d'avoir une vraie contre-parole patronale qui disent autre chose, qui disent non, il y a des chefs d'entreprise qui sont responsables, il y a des chefs d'entreprise qui sont inquiets de la santé de leurs salariés, il y a des chefs d'entreprise qui veulent qui pensent que c'est important que l'entreprise existe au sein des limites planétaires. Et donc ça, c'est important pour moi de porter ce plaidoyer transsectoriel, et c'est important aussi d'avoir un gros mouvement. Et Impact France est assez gros. Ça représente plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. Il y a des grosses entreprises dedans. Et en fait, c'est important pour plusieurs choses. Parce qu'on vous écoute si vous êtes gros. Enfin, c'est horrible, hein, mais les rapports de force sont aussi liés à la puissance que vous pouvez déployer derrière. Hein. Est-ce qu'il y a des grosses entreprises ? Combien d'emplois vous représentez ? Combien de chiffres d'affaires vous faites ? Plus ces chiffres-là sont gros, plus vous êtes entendu. Mais d'ailleurs, vous devez le voir. Les gens qu'on entend le plus pour représenter la CEC, c'est aussi ceux qui étaient déjà les plus gros avant. Nous, Impact France, on dit, ah oui, il y a qui comme gros chez vous ? Donc voilà, donc c'est un mouvement qui est assez gros. Et du coup, quand ce mouvement-là met un tampon ou supporte une cause, donc moi, dans mon cas, c'était la lutte contre la fast fashion et la loi fast fashion qui est passée mars dernier à l'Assemblée nationale, alors ça change de dimension. C'est plus facile d'avoir des rendez-vous avec les ministres, c'est plus facile d'avoir des députés qui nous suivent, c'est plus facile d'être entendu, c'est plus facile d'avoir des plateaux médias, etc. etc. Donc voilà, pour moi, Impact France, c'est la continuité de tout ça. Et je veux dire aussi que c'est très important. Au-delà des questions sociales et environnementales, on va avoir aussi des questions démocratiques. On a l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, qui est déjà au pouvoir en Italie, qui est déjà au pouvoir aux États-Unis. Et le monde de l'entreprise n'est pas neutre dans ce débat. Et peut-être que vous le voyez autour de vous. Moi, en tout cas, ce que je vois dans le monde de l'entreprise, c'est toute une partie qui est très prête à avoir l'extrême droite au pouvoir et à travailler avec elle. Enfin, je l'ai vu après la dissolution, c'est très, très inquiétant. Vraiment des grosses entreprises qui sont très à l'aise avec Jordan Bardella au pouvoir, qui sont très fans de Trump et qui trouvent que Javier Milei, quand même, il fait un bon truc pour l'Argentine, et que Elon Musk, c'est notre modèle entrepreneurial, quoi. Et donc, je crois aussi que là, Impact France a un gros rôle à jouer sur afficher le fait que on a un souvenir de ce que produit l'extrême droite dans notre pays. On a un souvenir de ce qui a été la complicité d'une partie du monde de l'entreprise avec l'extrême droite, on peut le dire directement, en Allemagne nazie et sous Vichy, quoi. Et qu'on voit ce qui arrive, et que nous, on ne sera pas de ce côté-là de ce camp, et on fera porter notre voix et notre puissance pour que ça n'arrive pas. On voit que tu as énormément d'énergie à porter tout ça. Car je me drogue. Non, pas du tout, c'est faux. C'est sachet de coke et tout. Qui en veut ? C'est ça la Non, c'est filmé ? Oui. Où tu la trouves du coup ? C'est un mec, tu l'appelles et non, pas du tout.
En plus, alors, pourquoi j'adore. Bah, moi, je fais Non, mais partie pour Ouais. les aider, parce qu'en fait, là, ils sont, comme tu dis, tu as senti la vibe. Bon, ils sont pas sous coke, je préfère préciser, mais. J'ai pas du tout de plan à Valence, je suis T'as- désolée. Par contre, à Paris, il y a vraiment des quartiers. Bah, par exemple, Stalingrad, c'est hyper. Non, j'arrête. Pas du tout, on arrête, c'est faux. En plus, je me drogue pas, sachez-le. T'as senti non, mais t'as senti l'énergie, tu l'as dit. Oui, T'as dit, bien j'ai sûr. senti cette énergie. Ouais. Sauf qu'en fait, quand ils rentrent chez eux, on est d'accord, c'est pas la même quand même. Donc, comment garder cette énergie, comment garder cette connexion à d'autres qui sont motivés aussi. Tu as parlé de combat, tu as parlé d'alliance, tu as parlé de rapport de force, c'est des mots qui sont forts quand même. Il en faut de l'énergie pour tenir ça. Toi, personnellement, comment tu fais? Alors moi, je me rends compte que ce qui donne de l'énergie, c'est de faire aussi. Enfin, de se mettre en mouvement, ça fait beau. En fait, je trouve qu'on est dans un monde qui essaie de nous rendre passifs. Et en gros, on regarde des trucs sur les écrans et on achète des trucs. Et en fait, c'est à ça que se limite finalement ce qu'on devrait être en tant que citoyen. À partir du moment où on commence à sortir de ça, de consommation passivité, on commence à aller dans l'action. Je crois qu'il y a un truc très énergétique qui se passe. Et moi, je suis très, très lucide sur ce qui est en train d'arriver en ce moment en France et dans le monde. Et donc, si vous l'êtes aussi, vous savez que c'est catastrophique. Genre, aussi bien d'un point de vue climatique, écologique, social que démocratique. Je sais que c'est catastrophique. Et pourtant, je me rends compte que je n'ai jamais eu autant d'énergie. Bon, je pense qu'effectivement, l'action met en mouvement. Mais aussi, je me rends compte que c'est le moment de résister, en fait. Et en fait, je vois aussi pas mal de gens qui le font. Je vois, c'est très facile d'être abattu. Là, si vous regardez trop les infos, vous êtes là, mais vas-y, c'est foutu. Enfin, genre vraiment et tout. Et en fait, je vois aussi beaucoup de gens qui résistent. Et moi, de voir des gens qui ont du courage, ça me donne beaucoup de courage. Et de voir des gens qui font, ça me donne très envie de faire. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est pas anodin de montrer que nous on fait et que nous on n'est pas d'accord. Enfin moi, il y a un moment sur LinkedIn, j'allais commenter tous les posts de ce terrain. Je sais pas si vous voyez, c'est un milliardaire français qui essaie de faire arriver l'extrême droite au pouvoir. Bon, parce que personne le faisait trop et puis j'ai vu quelqu'un qui le faisait, je me suis dit bah ouais moi aussi je vais le faire. J'étais là, si vous allez bosser pour lui, bon bref, il m'a bloqué, ça a fait 2 posts, etc. Mais je sais pas pourquoi avant j'avais peur, j'étais là putain si je me fais targeter par l'extrême droite et tout. Puis après j'étais là, vas-y de toute manière maintenant résistance, on va avoir du courage. Et en fait de voir des gens qui ont du courage, ça nous donne du courage. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de montrer vous aussi que vous avez du courage, parce que ça va en donner à des gens autour de vous. Donc je crois que le cours de l'histoire ne va pas changer si on est justement dans cette attitude de passivité et de renoncement. Et qu'importe la gravité de ce qui nous arrive dessus, ça changera seulement s'il y a des gens qui se bougent. Et moi, je crois aux gens comme nous, en tout cas. Et du coup, est-ce que tu as un message à ces 270 personnes devant toi? Ne prenez pas de drogue, parce que non, mais l'autre chose qui marche, il faut quand même, il faut vivre et il faut être heureux et il faut s'amuser. Et on peut avoir complètement conscience de tout ce qu'il y a de grave qui se passe dans le monde, et on peut quand même rire, et on peut quand même être heureux, et on peut quand même s'amuser. Et je pense que cette énergie-là, il faut la garder. Quand on rentre en dépression, on n'est plus capable, plus capable d'agir. Donc c'est important de trouver ce qui nous permet de nous maintenir dans l'action et dans l'énergie. Et donc je vous dirais de continuer à cultiver ça et d'être prêt à rentrer au combat et de les résister, d'aller casser des genoux. Merci. Vous êtes un peu agressif ici, hein? La non-violence, ça vous intéresse pas? Ça parle de prendre de la drogue, ça va aller se fight dans la rue. C'est beau, Valence. Hein, non. Il n'y en a aucun de Valence presque. Hein. Enfin, si, il y en a un, mais il va venir après. Quelques-uns. Merci beaucoup, Julia. On vous avait dit que c'était une pitcheuse, hein, vous n'avez pas menti. On peut prendre quelques questions-réponses. On avait mis les micros là sur les côtés. Est-ce qu'il y a des questions? Et moi, j'ai 5 verres d'eau, si ça vous intéresse. Et devant vous, je vais les boire les uns après les autres. Non. Je vois pas de questions. Pas de questions? Ah si, par là. Bonjour, merci pour cette énergie déjà, c'est super enthousiasmant. Je suis là.
J'ai une question qui va peut-être paraître du coup toute petite par rapport à tout ce que tu viens de dire, mais ça m'intéresse quand même. Il me semble que tu as limité les volumes que tu mets sur le marché au niveau de ta marque. J'aimerais savoir comment tu as décidé ou sur quels critères tu t'es basé pour te dire que la taille de ta marque, c'est la bonne. Alors ça, c'est ce que je comptais faire au début et j'ai changé d'avis. Donc, et c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que j'ai entendu des gens dire ça dans leur pitch. En fait, j'ai changé de positionnement parce que pour moi, ce qui compte, c'est plus les moyens que la fin. Je m'explique. Le problème de l'industrie textile, en fait, ils arrivent à faire surconsommer parce qu'ils proposent des bas prix obtenus par l'exploitation des gens et parce qu'ils déploient des stratégies d'incitation à consommer énormes. Pour moi, c'est plutôt sur ça que c'est à ça que je ne dois pas renoncer. Jamais je ne délocaliserai, jamais j'inciterai à consommer. Donc jamais il y aura de paiement 3 fois sans frais sur mon site, jamais il y aura de prix en 99, non. Et du coup, c'est plutôt, j'assure ces conditions-là, mais je ne limite pas la croissance ou la finalité de l'entreprise parce que là, j'en vois pas l'intérêt en fait. Parce que si je fais bien et que en fait, il y a plus de gens qui viennent acheter tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais au début, j'avais commencé par un truc de limitation de croissance parce que j'avais entendu Patagonia qui faisait ça. Et en fait, maintenant, moi, je suis plutôt convaincue qu'il faut se mettre des barrières dans comment on fait et qu'ensuite le résultat doit en suivre. Mais de toute manière, quand tu décides de pas délocaliser et quand tu décides de pas inciter à consommer, il y a quand même, tu fais pas une croissance à 3 chiffres, quoi. Enfin, structurellement, ça fait quelque chose. Par contre, je me suis mis des limites sur la taille de mon entreprise, mais plus parce que ça me fait pas rêver d'avoir une énorme boîte. Je pourrais comprendre que ça soit pas le cas de tout le monde. Enfin, par exemple, je pense que pour faire des chemins de fer, bah, tu peux pas être à 5. Enfin, donc ou alors c'est des tout petits chemins de fer. Ou alors c'est vraiment du déplacement local. Et dans ce cas, ça n'a aucun sens. Non. Donc, par contre, moi, je me mets une limite sur. Avec mon associé, on veut pas gérer. Déjà, on doit gérer 5 personnes. On est là. C'est dur le management. Genre, il ne suffit pas de faire des blagues aux gens pour qu'ils aillent bien, sachez-le. Ça ne marche pas du tout. Il faut aussi les payer. Oh non, non, pardon, pas du tout. Non, donc non, on s'est mis une limite de taille de personnes recrutées. Et en fait, si tu te mets, enfin en tout cas nous là, avec ces obligations de moyens et cette obligation de taille, on fera jamais plus de 15 millions de chiffre d'affaires en fait comme entreprise. Pour vous donner un ordre de grandeur, Cézanne c'est plutôt 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc on sera jamais plus d'un dixième que Cézanne quoi. Pour vous donner un ordre de grandeur. Mais je sais que c'est pour ça, moi je crois pas du tout qu'il faut s'auto-limiter en tant qu'entreprise à impact. Mais peut-être que ça va un petit peu retourner le truc quoi. Je pense pas qu'il faut se limiter. Je pense qu'il faut que nos entreprises aillent bien. Enfin, nos entreprises, elles font du changement. Hein. Elles produisent du changement chez nos salariés, chez nos fournisseurs. Nous, on est les clients préférés de nos fournisseurs parce qu'on n'est pas là à essayer de leur raquer 1 centime à chaque fois, parce qu'on prend soin de leurs heures de travail, parce qu'on n'est pas là à essayer de leur mettre la pression pour les livrer le plus possible. Donc, je pense que c'est important de se transformer en tant qu'entreprise, mais c'est hyper important que nos entreprises aillent bien. Donc, il ne faut pas... bien souvent, et c'est souvent nos ennemis qui disent ça, ils disent ah ben t'es écolo, ben pourquoi tu produis des trucs alors arrête de produire, tu vois. Et t'es là, ben non en fait, il faut des entreprises qui produisent des choses bien et qui font les choses bien. Ça veut pas dire qu'on est parfait, mais il faut que nos entreprises survivent, il faut qu'elles aillent bien, il faut qu'elles cartonnent. Donc pour moi, il faut pas se mettre de limitations sur son chiffre d'affaires ou sur sa croissance en tant que tel. Il faut s'améliorer sur la production. Je trouve ça hyper bien de se dire ben voilà, les lingettes c'est de la merde, on arrête de faire des lingettes. Déjà, ça c'est déjà un truc de malade quoi. Mais se mettre des limites sur des résultats juste comme ça, j'y crois plus du tout. Mais j'ai changé d'avis, tu vois, en 3 ans. Aussi parce que ça m'a permis de m'acheter une Tesla, donc c'est faux. Je suis en Vélib à Paris. Je vois pas d'autres questions. On voit rien d'ici, en fait. Ah oui, là, il y a des questions. Merci beaucoup. C'est
Je suis au taquet. Tu as une centaine de chefs et chefs d'entreprise devant toi. En une phrase, tu leur dis quoi politiquement pour qu'ils agissent? Rejoignez Impact France. Ou rejoignez Impact France ou monter des mouvements patronaux, sectoriels, par sujet, etc. En tout cas, mais il faut monter des mouvements qui peuvent avoir une représentation politique pour peser sur les choses comme ça. Mais je pense que vous pouvez faire ça et rejoindre Impact France. En fait, pourquoi je dis ça? Est-ce que je gagne de l'argent à chaque fois que vous rejoignez Impact France? Oui. Bah non, mais je peux faire des notes de frais. Mais je le fais pas parce que je me sens coupable. Non, mais en gros, moi, c'est un mandat bénévole. Mais je vois à quel point le MEDEF est puissant. Je vous donne un exemple là. Là, il y a un mec. Donc, Chine a débauché Castaner, je ne sais pas si vous avez vu. Mais ils ont aussi débauché un mec qui était assez haut placé dans le MEDEF. Et en fait, je vois aussi qu'il y a de la putain de corruption chez les mouvements qui sont censés représenter les intérêts des entreprises. Donc, on a un mec qui a été débauché du MEDEF, qui était vraiment responsable international, relations internationales, donc vraiment un haut poste. Et là, il bosse et il fait du conseil pour Chine. Donc, il y a vraiment, non, il y a quelque chose de pourri dans la représentation politique en France, mais il y a quelque chose de pourri dans la représentation patronale en France. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a besoin de force. Et donc, Impact France n'est pas parfait, etc. Mais je peux vous dire que c'est sale, la représentation politique qu'il y a en face. Et donc, il nous faut aussi aller leur faire peur en face, quoi. Et eux, ils vont s'assainir et ils vont arrêter de dire n'importe quoi aussi quand ils verront qu'il y a plein d'entreprises qui arrêtent d'aller chez eux et qui vont chez nous. Et sachez que de toute manière, par défaut, vous êtes soit adhérent au MEDEF, soit à la CPME, soit à la DSB. Moi, je suis adhérente au MEDEF par défaut parce que bon, des histoires de fédération. Mais donc, oui, je crois beaucoup à coalition, organisation, représentation politique et voilà. Oui. J'ai une question sur tout ce qui est seconde main et tout ce qui est interdiction, en fait, parce que tu parles de Chine, mais on a eu une conférence à Grenoble de Maud Sarda de Label Emmaüs. Je pense que vous partagez beaucoup de combats. Est-ce qu'on passerait pas, du coup, par l'interdiction, en fait, de Temu et de Chine? Et quand elle est venue, elle nous a parlé de Label Emmaüs. Donc moi, je gère des ressourceries depuis 40 ans, en fait, et de la seconde main dans le textile. Elle disait qu'en fait, Temu avait mis 2 milliards chez Meta pour être connu de tout le monde, en fait. Donc comment on est beaucoup plus visible, au-delà de tout ce que tu portes au niveau professionnel, mais comment on est visible du grand public? Maud, elle insistait sur le fait qu'il faut peut-être acheter un influenceur, une influenceuse, j'en sais rien. Enfin voilà, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses pour que ce soit visible de tout le monde, en fait. Ce qui est intéressant quand on mène des combats, c'est que personne n'a la solution idéale. Et que les combats aboutissent probablement par l'effet de plein de choses qui ont été mises en place. Donc je reprends la loi fast fashion. Ça a été parce qu'il y a eu ce collectif en mode climat, mais ça a été aussi parce que la société civile s'est beaucoup bougée. Il y a les Amis de la Terre qui ont fait un taf de ouf. C'est aussi parce que les recycleries, enfin pas toutes les ressourceries, mais tout le secteur de la seconde main a tiré la sonnette d'alarme sur la question de la fast fashion et a enfin pris position sur la fast fashion, chose qu'il ne faisait pas il y a un an, etc. Donc il y a pas les combats sont menés, les combats sont gagnés parce qu'il y a plein de monde qui a essayé plein de techniques différentes qui permettent d'arriver à quelque chose. Et ça se trouve c'est pas nous qui allons réussir à faire advenir. Bon bref, t'as compris. Moi je suis pour l'interdiction. Enfin, en gros, tu pousses aussi des demandes de changement réglementaire qui ont une chance de passer. Et donc tant qu'il n'y a pas un gouvernement communiste. Enfin, je veux dire, là, il n'y a aucun moyen avec le gouvernement actuel qu'il y ait des mesures propres d'interdiction, et en plus, ça se ferait retoquer au niveau européen. Donc, il faut trouver des moyens, des failles réglementaires ou des moyens de s'inscrire dans la loi qui permettent d'avoir les effets qui sont à la fin interdiction de Chine et Temu. Et entre autres, cette loi, la loi fast fashion, dont j'arrête pas de passer, ce qu'elle demande, ce qu'elle pousse, c'est l'interdiction de la publicité pour la fast fashion et l'ultra fast fashion. Donc, ça fait que ça permettrait que ça ne soit plus connu. Et ensuite, se payer des influenceurs. Enfin, moi, je crois que tous les moyens sont bons. En tout cas, je crois que tous les moyens sont bons. Non, c'est un peu abusé. Je pense qu'on peut engager des tueurs à gages. En vrai, ça sera l'étape 7 de votre parcours CEC, ça. Tu vois, genre, Luigi, comment les... Non, pas du tout. C'est faux. Non, mais je pense qu'il faut tester plein de trucs. Et nous, on a testé plein de trucs. Et à la fin, cette loi fast fashion, elle est portée par une députée Horizon et un député LR. Parce que c'est eux qui ont du pouvoir en ce moment à l'Assemblée. Et donc nous, on va bosser avec eux parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc
Donc, et on le fait. Moi, je bosse avec la Fédération du prêt-à-porter. Enfin, j'essaie d'aller voir des marques de fast fashion françaises pour faire une alliance avec elles pour bloquer la fast fashion et l'ultra fast fashion en leur disant que, enfin, on fait moi, je fais ce qu'il faut pour, en me pinçant le nez pour que les choses arrivent, parce que je crois qu'il faut qu'on teste plein de choses dans nos combats. Et par exemple, cette loi, au début, nous, on avait un angle hyper climatique. On s'est rendu compte que le seul argument qui marchait avec les politiques, c'est l'angle économique. Donc, on a refait tous nos travaux et on a montré comment l'ultra fast fashion participait du déficit commercial de la France, comment ça créait pas d'emplois mais ça en détruisait, comment ça payait pas d'emplois. En fait, comment c'était mauvais pour l'économie française, parce que mauvais pour le climat, vraiment, les politiques n'en avaient rien à foutre. C'était assez génial. Enfin, je vous raconterai une autre. On peut prendre encore des questions. Un deuxième verre d'eau. Il y a une question tout là-haut. Oui, en bas aussi. Oui, alors ma question, elle est assez concrète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des critères pour avoir le droit d'adhérer à Mouvement Impact France? Et s'il n'y en a pas, comment vous vous assurez que ce mouvement, il reste sincère en fait, il reste avec son utilité de base et qu'il n'est pas corrompu de l'intérieur en fait? Ouais. Bah, c'est d'ailleurs toute la question. Moi, j'ai commencé mon mandat à Impact France il y a 1 an et demi. Et avant, c'était vraiment un mouvement de pionniers, d'entreprises vertueuses. Et moi, je me suis fait élire sur le projet de ouvrir à des entreprises qui sont peut-être moins vertueuses, mais qui sont d'accord pour le projet de société vers lequel on va. Et donc ça, il y a une charte. Et on dit, voilà, nous, on pense que l'entreprise doit payer des impôts parce que c'est ce qui participe au service public. On pense que l'économie doit s'intégrer dans les limites planétaires, etc. Il y a quand même des critères d'accès. Donc, globalement, il y a certaines formes d'entreprise, certains statuts qui rentrent. Et sinon, il faut faire ce qu'on appelle l'impact score. Mais moi, j'étais pour lever complètement les les barrières. Ça n'a pas été accepté. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans la gouvernance, elle est en gros les votes. En gros, il y a différents collèges et on différencie dans les entreprises Impact France celles qui sont à impact et celles qui sont en transition. Celles qui sont à impact, c'est celles qui sont structurellement vertueuses, et elles ont plus de poids dans les votes. Et qui fait qu'en fait, les entreprises en transition seront toujours minoritaires. Donc même si on fait rentrer Total, théoriquement, Total et Danone et trucs comme ça, en fait, ils pourront pas prendre le pouvoir sur le mouvement. Mais je sais que c'était une grosse inquiétude au début, et vraiment, il n'y a aucune grosse entreprise qui a voulu nous rejoindre. J'étais là, ils vont venir de l'intérieur pour nous manger. J'étais là, non, vraiment, on s'en bat les couilles. On va rien vous donner comme argent. On va pas. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui essaient de rentrer pour faire un peu de greenwashing. Enfin, moi, c'est un truc que j'accepte parce que j'ai choisi mes combats. Et moi, mon combat, c'est pas d'aller individuellement faire chez chaque entreprise, c'est d'avoir des règles du jeu qui poussent tout le monde à faire bien. Mais je sais que c'était vraiment un truc, et vraiment, il n'y a aucune grosse. On était là, mais si Total veut rentrer, Total était là. Alors là, pas du tout. Non, jamais, tu vois, genre. Donc après ça pourra arriver, mais il faudra qu'on soit un petit peu plus gros. Non, ce qui va plutôt se passer, c'est que le MEDEF est en train de développer sa branche RSE et de dire que finalement c'est la même chose, quoi. Merci Julia, on fait signe qu'il faut passer à la suite. Merci beaucoup pour ta présence. Ton énergie aussi. Je ne sais pas si tu as un tout petit peu de temps après, on va bientôt finir, mais bref. J'ai 3 verres d'eau à boire encore. Donc non, moi je voulais vous remercier aussi, et je voulais vous dire que c'était hyper important d'avoir des chefs d'entreprise qui font ce que vous faites. C'est hyper important d'avoir une représentation du monde économique qui se bat pour autre chose que la performance économique de son entreprise. Parce que actuellement, si vous regardez dans les médias, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui pense juste à la thune de son entreprise. C'est ça la représentation de notre monde qu'il y a aujourd'hui. Et on sait que c'est différent. On sait que c'est pas vrai. On sait que cette représentation-là, des mecs qui disent qu'ils vont se casser de France si on leur fait payer des impôts, ou des mecs qui sont prêts à tout délocaliser pour faire un petit peu plus d'argent, on sait que c'est pas la représentation de la majorité des entrepreneurs. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Je sais que c'est faux. Je sais que quand le mec du MEDEF, il va dire des trucs, il représente une minorité d'entrepreneurs. Par contre, il représente des très grosses boîtes. Mais la majorité des entrepreneurs, ils sont inquiets. Et des chefs d'entreprise, ils sont inquiets de leurs salariés, ils sont inquiets de leur environnement, ils ont envie de faire bien, ils ont envie de s'améliorer. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est nous la majorité.
C'est nous la majorité, et pour l'instant, ça ne se voit pas. On a l'impression qu'on est minoritaire. C'est faux. Et donc, il faut qu'on fasse entendre notre voix. Donc, allez casser des genoux.